pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 59. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. C'est mon camarade, Benjamin François, qui a insisté pour parler de Far Cry. Donc, du coup, je me suis farci Far Cry, moi aussi, pendant le week-end. Et maintenant, je suis prêt pour en parler avec lui. Benji, à 50 000 km de Paris, comment vas-tu ? C'est beaucoup de kilomètres, hein. Ça va. Ouais, en fait, je pense que pour avoir vu il n'y a pas si longtemps les déroulés de kilométrage des avions, je pense que ça fera 20 000 km à tout casser. Oh bah, non, ça fait au moins 50 000 kilomètres, t'imagines pas. Tu crois ? Parce que si tu fais 3 fois le tour, tu dois en approcher. Hein. Oui. Bref, salut Daniel, salut les auditeurs. Eh bien oui, on va parler des chiffres non plus, tu vois. On va parler de Far Cry et on va évidemment parler principalement de Far Cry 5 puisque c'est celui qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a un mois maintenant et qui nous intéresse. C'est la grosse sortie de Ubi post Ubi libéré. Bah voilà. Et puis, on peut peut-être parler un peu du reste de la série aussi pour élargir. Je sais que tu as joué au moins à un autre épisode de la série. Moi, j'ai joué à quasiment tous les autres de la série canonique, hein, parce qu'il y a eu des spin-offs un peu tout pourris qui sont sortis notamment sur Wii, mais eux, je les ai pas faits. Donc, je sais pas si toi, tu t'y es intéressé ou pas. Alors, c'est ça qui est magique avec After Eight, c'est que je découvre des trucs. Et je pense que nos auditeurs vont aussi découvrir. J'étais pas du tout au courant. Je suis pas du tout... Ah oui, il y a eu des spin-offs. Non, alors que beaucoup de gens me disaient, Far Cry, il faut que tu y joues. C'est vraiment un truc pour toi. Parce que t'as des chiens, tu peux faire plein de trucs, tu peux foutre le feu, tu peux faire des pièges. C'est un truc récurrent depuis qu'Ubi a récupéré la franchise. Mais on va en parler, C'est un peu... Putain, tu vois, déjà, j'étais pas au courant que c'était pas Ubi à la base, tu vois. Non, mais justement, c'est l'occasion de remettre un peu tout à plat. Par contre, je suis calé sur les deux derniers. Là, je suis au taquet. Très bien. Mais avant toute chose, on a toujours ce petit segment de l'émission où on se raconte un peu nos lives, ce qui s'est passé dans ces 2 dernières semaines. Et je sais que toi, tu as été très occupé. Eh ben, effectivement, je suis très occupé puisque avec mon épouse, on fait des travaux dans notre maison. Et que ça a commencé, les travaux ont commencé en septembre, donc c'est autant dire que ça date. Que donc la boîte qu'on avait embauchée pour s'occuper de tout ce qui était rénovation, ils nous ont livré ce pourquoi on les avait embauchés et qu'il nous reste énormément de choses à faire nous-mêmes parce que on n'avait pas les moyens de payer pour une rénovation complète clé en main. Donc en l'heure actuelle, on fait de la peinture, ce qui est absolument passionnant. Mais ça me permet aussi d'écouter des podcasts, hein, puisque je me mets dans ma combinaison, je mets mes lunettes et puis je fous le téléphone quelque part sous une bâche. Et j'écoute des podcasts, donc voilà, c'est une occupation. Alors, je vais pas dire que c'est relaxant parce que t'as toujours, tu sais, quand tu peins ta propre maison, t'as toujours peur de te foirer. Tu t'en fous pas, quoi. T'essayes de faire ça bien. Et c'est pas simple. Après, voilà, quoi. C'est pas le truc le plus compliqué non plus. Donc voilà, j'apprends doucement. Avant, j'ai installé des interrupteurs et des prises électriques. Et t'avais déjà fait ça ? Non, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai jamais fait tout ça, donc j'apprends. Est-ce que ça te passionne au point de te dire « Ah putain, je vais refaire ça ». En fait, ça m'a donné envie d'essayer de faire ça bien, et donc du coup, on a fait passer du câble réseau dans les murs, histoire d'avoir un truc un peu correct à la fin. On a pensé aussi à faire passer du câble HDMI dans les murs. On essaye de faire ça à peu près correctement. Et puis on a installé un chiotte. Ça veut dire qu'il y aura une prise HDMI dans chaque maison, c'est ça ? Dans chaque pièce ? Alors pas forcément dans chaque pièce, mais il y en aura au moins une entre la pièce où aura mon PC et la pièce où aura la télé. Puisque à l'heure actuelle, mon PC et ma télé sont éloignés d'environ 2,50 m, donc c'est pas très dur, j'ai un câble HDMI de 3 mètres. Mais là, mon PC sera dans le bureau et la télé sera dans le salon, donc du coup, un câble HDMI de 10 mètres, ça te fera le boulot. C'est cool de penser à toute cette forme de connexion avant d'avoir fait les travaux, parce qu'en général, les vieux immeubles, ils sont pas adaptés, quoi. Bah ouais, là, on a fait un peu tout ça. Tu vois, on a anticipé, on a fait passer les câbles. On verra si on s'en sert ou pas. Et puis, on posera les prises. On va se débrouiller, quoi. Mais on a essayé de réfléchir à tout avant de mettre le placo sur les murs, parce que sinon, c'était un peu trop tard. Et on a installé un chiotte aussi. Voilà, ça aussi, c'était une belle aventure. On a installé un toilette.
Alors évidemment, il y a eu un Un moment. toilette. Attends. Un toilette ou des toilettes? Non, pour l'instant, on a installé un seul. Ah, d'accord. Mais on en a un deuxième à installer. D'accord. Et c'est pas un truc japonais avec un truc électronique et tout ça, non? C'est juste. Non, mais ça, on peut toujours l'installer à la fin. Là, Hmm. on a installé la faïence, si tu veux. D'accord, ok. Voilà. Et alors, est-ce que tu te sens. Enfin, est-ce que tu as l'impression que tu as un truc à rajouter sur ton CV ou un truc sur LinkedIn? Tu vas te trouver des nouveaux potes grâce à ça ou est-ce que Ouais, tu- je suis pas persuadé que ce soit un truc dans lequel j'ai envie de me spécialiser, si tu veux. J'ai pas envie que tous mes amis viennent. Toi qui l'as fait, tu sais faire, tu peux m'aider. Bah, Donc non, je ne vais pas trop m'en vanter. Je préfère le dire à nos millions d'auditeurs, évidemment, puisque tu sais, on est entre nous. Bien entendu, bien entendu. Mais franchement, moi, je te verrais, si j'avais à te voir, genre, mettons, dans un mois, je te dirais, écoute, viens faire la plomberie chez moi. Putain, ce serait incroyable si on se voyait dans un mois. Ça serait incroyable. Mais en Ce serait même une temps, belle coïncidence. tu sais quoi, j'ai des billets à monter chez moi et je vais y venir plus tard, mais je suis incapable de les monter en ce moment, donc je serais très ravi de te regarder en train de Je monter suis des billets. toujours partant pour monter du Ikea, tu le sais, Daniel. Ouais, et en plus, c'est une rapidité pour le faire, ça, c'est une rapidité d'exécution. C'est le Lego de l'homme adulte, l'Ikea. Je suis tout à fait partant. Ah, ça, je veux bien te croire. Et sinon, à part ça, c'est aussi la saison des impôts, donc tu vois, j'ai vraiment que des trucs passionnants à raconter. Donc bref, je pense Oui, qu'il vaut mieux je crois que tu en avais parlé dans la saison dernière. Les J'avais dû en impôts, parler dans une autre saison. c'est tout un game très, très, très compliqué aux États-Unis. Bah oui, alors moi j'ai terminé ma déclaration, ça m'a pris quoi, 4 heures cette année, donc comme quoi tu vois, je prends du skill à chaque fois. Mais par contre, ma femme. Mais par contre, tu vas en prison. C'est ça. Merde, c'est ça l'arnaque. Non, la déclaration de ma femme, elle y a passé 8 heures hier parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que elle essaye de faire déduire tout un tas de choses. Et donc, bah, c'est un peu comme, tu sais, quand tu travailles, tu fais passer plein de trucs en note de frais. T'as tout tes tickets de caisse, t'as tous les trucs à justifier. Et donc, c'est ce qu'elle fait pour les impôts. Et du coup, ça lui prend mais des plombes et des plombes. Et bah, du coup, ça m'a permis hier de terminer Far Cry en y jouant quasiment pendant 8 heures d'affilée pendant qu'elle le faisait. Donc, elle a pas fini. Hein, donc, je peux vous garantir que les impôts, c'est vraiment pas rigolo. Je confirme, mais je veux dire, je suis pas administrativo-phobique comme un ancien ministre du gouvernement précédent, mais je comprends complètement les gens qui laissent de côté les papiers en disant ah putain, je verrai ça plus tard et qui jamais ils le font, quoi. Bah, je comprends aussi. Et honnêtement, là, je le fais moi-même parce que c'est 4 ou 5 heures. Mais si j'en étais à ce qu'elle fait, elle, je pense que je paierais quelqu'un pour le faire. Il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Bah, puisque tu parles de factures à régler, moi j'en ai une à régler. Je viens de la recevoir. C'est 20 et 10 euros de la part de l'hôpital public. Et je vais les régler, bien entendu, évidemment. Putain, 20 et 10 euros, tu te rends compte, si t'étais aux USA, ce serait 20 000 et 10 000 euros. Exactement, 10 000 $. j'ai dit ça exprès pour toi. Ah là là, Et, salaud. et je vais commencer ce segment No Life. Alors, tu sais quoi, je pense qu'il faudrait appeler ce segment à chaque fois No Life en hommage à la chaîne de mes camarades qui est récemment disparue. Et donc, c'est à la fois No Life les nôtres et aussi No Life. Donc voilà, je pense que c'est désormais le nom. 2 ans après, on en a trouvé un nom à ce passage. C'est dur parce que faire des travaux, aller à l'hôpital ou payer ses impôts, c'est quand même la définition de quelqu'un qui a une life. Alors, attends. Tu vas voir la loose quand je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Vas-y. Bon, tu le sais, mais alors, et certains auditeurs l'ont vu parce que j'ai posté une photo. Je me suis démonté le doigt de manière assez violente puisque je suis tombé de tout le poids de mon corps sur ma main et elle a pas réussi. J'ai pas réussi à faire le fameux cabré de Spider-Man, en fait. Tu vois, atterrir sur les 5 doigts et ensuite te replonger sur le mur d'en face, ce que je faisais d'habitude avant. Bien sûr. Et puis même, j'avais l'habitude, quand je faisais du kung-fu, de faire des roues sur une main ou même sans les mains. Enfin, donc j'avais un bon équilibre avant. Ah oui, t'apprends à tomber en roulant en arts martiaux. Ouais, kung-fu, même moi, t'apprends surtout à ça. Ouais. T'apprends surtout à retomber en grand écart. Mais en aikido et en jiu-jitsu, t'apprends à tomber en roulant ou des choses comme ça. Et là, du coup, j'étais une projo au ciné. Il y avait un pote à qui je voulais dire au revoir. Il était déjà minuit passé. Et là, je shoot sur un bloc. Et je shoot et j'ai décidé de pas m'arrêter au bloc. J'ai décidé de poursuivre mon chemin. Et finalement, c'est mon corps qui a poursuivi le chemin. Et je tombe. Mais voilà. Alors, j'aurais bien voulu vous vendre un truc beaucoup plus
glamour, comme par exemple j'ai affronté un ours à main nue et finalement voilà j'ai une petite blessure. Mais non, c'est vraiment une chute de débile. Et je tombe sur le doigt donc et il se déboîte complètement. Et sur les alors c'est beaucoup plus impressionnant en radio que ce n'est douloureux en fait, parce que il y a eu une douleur au début, ils m'ont filé de la morphine. Mais honnêtement, si c'était cassé, j'aurais hurlé et là ça a été quoi. C'était supportable. Et c'était un jour férié, donc en plus j'étais à minuit à l'hosto. Tu t'imagines, entre minuit et 3h, il y a que des toxicos au moment où j'y suis, donc vraiment, à chaque fois je suis admiratif du personnel hospitalier et je me dis putain, celui qui est là un jour férié à 3h du mat et qui doit se farcir tous les toxicos, et puis il y a un loulou qui arrive avec son doigt déboîté et tu le fais attendre que 2-3 heures, je me dis c'est vraiment un putain de miracle, vraiment la médecine française et les hôpitaux français, je suis in love. Et donc voilà, j'arrive avec mon doigt déboîté, mais il y a un gros problème, c'est que le lendemain, genre 13 heures plus tard, je devais décoller. Et je devais prendre enfin mes vacances. J'avais pas pris de vacances depuis un bon bout de temps, à part les quelques jours que j'avais pris chez papa. Mais genre de vraies vacances vraies vacances, ça faisait très 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 longtemps. Et en plus, on avait un anniversaire à fêter avec madame. Mmh. Et du coup, on s'est dit, merde, est-ce qu'on va tout annuler et tout? Et j'ai fait, mais non, moi, tant que j'ai mon bras gauche pour tirer la valise, tout va bien en fait. Et effectivement, en fait, si c'était pété, on m'aurait mis juste un plâtre. Un plâtre. Et là, on m'a mis une attelle. Et j'avais droit à une attelle je l'ai encore en ce moment. Donc, c'est pour ça que je te demande de faire tout le service administratif d'After Eight, à savoir le sommaire et tout, parce que taper est devenu très très compliqué. Je peux te taper que de la main gauche et de l'annulaire, ou alors avec mon attelle. J'ai appris à taper avec mon attelle, mais c'est une lettre à la seconde. Enfin, c'est très très lent. Et j'ai encore le pouce et l'index que je peux utiliser, donc je peux encore jouer. Et j'ai réussi à faire des Twitch avec mon attel, et je suis très fier puisque j'ai fait ma première partie de PUBG avec mon attel, et j'ai réussi à tuer quelqu'un. J'ai eu un kill. Eh ben, c'était Henri Michel? Non, mais même pas. Mais attends, je te conseille de regarder le replay. Parce que je pense que c'est le meilleur kill que j'ai jamais fait. Et c'est vraiment extraordinaire. Ce qui se passe, je pense que c'est le meilleur play que j'ai jamais fait, tous jeux confondus. Et je mets un marque-page sur cette pensée parce que je vais y revenir après. Et donc, je suis parti en vacances et c'était au Japon. Alors, pour moi, le Japon, c'est pas une nouveauté. Mais à chaque fois, j'essaie de faire quelque chose de différent. Et madame, par contre, c'était sa première fois. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on est ensemble. Elle n'est jamais allée au Japon. Et c'était hors de question d'annuler les billets. On les avait pris depuis super longtemps. Et on avait aussi réservé un endroit où on ne pouvait pas aller. On a réservé, genre, il y a 4 mois, un truc. Un hôtel en particulier sur une île qui s'appelle Naoshima. Et Naoshima, en fait, c'est une île qui est consacrée à l'art moderne, en fait. Il y a des musées qui font partie intégrante de l'île, et les œuvres ont été pensées pour faire partie de ces édifices, en fait. C'est pas juste un tableau posé là ou quelque chose. C'est genre, il y a une vraie recherche, il y a une vraie ça a été créé par l'architecte qui s'appelle Ando, et Ando, il a une vraie souci d'intégrer le musée presque comme un bunker, mais qui soit invisible de dehors, mais que tu puisses que le voir par le haut, par l'extérieur. Et du coup, c'est baigné de lumière. C'est un des plus beaux endroits que j'ai. D'abord, c'est un des plus beaux musées que j'ai vu dans ma vie. Et c'est un des plus bels endroits que j'ai eu le plaisir de visiter. Faut imaginer ce que c'est que l'art moderne poussé par ce qui serait la frange intello du Japon, en fait. C'est pas du tout de l'art moderne occidental. Il y a une approche beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine. Il y a très très peu de messages politiques. La seule œuvre que j'ai vue de politique, c'est des Ultraman posés par terre avec un effet de miroir. T'as l'impression qu'ils sont 800 000. C'est le truc le plus politique que j'ai vu, quoi. Ah oui, c'est politique. Ah, c'est pas très engagé. C'est des zadistes. Ouais, voilà, exactement. Non, mais par contre, il y a sur l'autre île qu'on a eu l'occasion de visiter, du coup. On a pu voir des autres œuvres et qui sont aussi à demi enterrées dans le sol, mais à la fois ça ressemble à un bunker et à des soucoupes volantes, hein. Et elles utilisent complètement le fait d'être dans la nature, être assujetti à la pluie, donc de laisser rentrer l'eau, mais en même temps d'avoir une espèce de sonorité particulière. C'est vraiment un spectacle total, c'est absolument inouï. Je regrette pas une seule seconde cette expérience.
Je regrette pas d'avoir pas annulé mes vacances parce que putain, j'aurais été vraiment deg parce que il faut vraiment réserver à l'avance pour y aller. Voilà, donc voilà pour ce qui était le cas. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour à Tokyo et de faire quelques courses puisque le matos c'est beaucoup moins cher là-bas, donc j'ai pu acheter du matos pour par exemple des micros pour le RPU que je vais pouvoir installer dès que j'aurai ma main. Putain, voilà, il me reste encore une semaine d'attel à tenir, je pense. J'ai quand même réussi à jouer à Far Cry pour toi. Faut que tu t'imagines quoi. Donc j'ai t'ai dit que j'avais laissé un marque-page sur une pensée. Je réouvre cette parenthèse comme on le fait dans Gaijin Dash, juste pour dire que j'ai demandé à un monteur d'essayer de faire un redux d'une des vidéos que j'ai fait sur Twitch. Et en fait, ça rend vraiment pas mal. Et donc peut-être que je vais offrir ça sur une chaîne YouTube, des redux à part, super remontés, monté cut. Peut-être pas aussi drôle que Henri Michel parce qu'Henri Michel il tient quand même il a quand même beaucoup d'XP quand même, faut le dire, mais voilà, ça va dans ce sens-là. J'ai pu aussi, et ça c'est vraiment le plaisir, je remercie d'ailleurs, c'est le moment où je remercie personnellement les gens qui donnent un Patreon. J'ai pu demander à des dessinateurs de faire de travailler sur des projets du RPU. Évidemment ça prend du temps. Mais voilà, donc je vais avoir des designs particuliers à la fois pour Twitch, à la fois pour le podcast BD qui, j'espère, enregistrer un pilote très prochainement, dès que ma main sera OK. Bah ouais. C'est toujours le coup près de tout. Hein. Genre, toi, tu parles de dès que j'aurai fait ma compta. Moi, c'est dès que j'aurai maman. Et puis voilà, c'est vraiment un plaisir de mettre ça en place et de mettre à profit tous vos dons, et je vous remercie encore une fois de donner, de nous soutenir. Et vous allez voir à la fois en tant qu'audio et en tant que vidéo, j'espère que vous allez voir le résultat et que vous en serez satisfait. Et déjà, en plus, vous aider Super Ciné Battle. Et d'ailleurs, je vais conclure là-dessus. Normalement, à l'heure où vous écouterez ce podcast, les places pour le live de Super Ciné Battle, qui a lieu le 28 avril à 15h à Paris, sont disponibles. Alors, elles sont en quantité limitée, mais voilà, vous aurez normalement le lien à la fois sur le Facebook et sur le compte Twitter de Super Ciné Battle. Voilà, on vous attend. C'est grâce à vous qu'on peut faire monter un événement comme ça. On est vraiment très, très, très contents. Voilà. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Far Cry 5. Je crois qu'avec ces 3 mots, j'ai ton attention, Benjamin François. Surtout que c'est toi qui as insisté pour le faire. Tu t'es dit, putain, ce jeu, je suis fasciné, en même temps, je le hais. Et c'est exactement ça, en fait. Il y a un rapport d'amour-haine avec ce jeu qui est assez ma boule. Je crois que ça y est, tu peux tester un jeu comme Kamui sur Gamecult. C'est-à-dire mettre une bonne note à un truc vraiment atroce et casser un truc que tout le monde attend. Voilà, je crois que c'est bon, t'es mûr. Far Cry 5, j'y ai joué à cause de toi, mais en même temps, j'avais envie d'y jouer parce que j'avais joué au précédent. Et en fait, pour moi, ça reste encore un nouveau système de jeu. Ça reste quand même une nouvelle manière d'appréhender un environnement semi-ouvert. Et vas-y, parle-nous du jeu, de quoi ça parle? Alors déjà, quand tu dis que tu as joué au précédent, je pense que tu parles de Primal. Ouais. Moi, j'ai du mal à le considérer comme canonique, mais il est considéré comme canonique. Donc bon, admettons. Après, les Far Cry n'ont pas tellement de rapport entre eux, hein, mais il y a la série régulière, on va dire, et il y a les spin-offs. Et donc Far Cry 5, d'abord, on ne peut pas ne pas évoquer les cris d'orfraie venant d'une certaine partie de la population américaine quand le jeu a été annoncé et quand on a vu les premiers trailers. Et c'est difficile à dire si ça a toujours été dans les intentions d'Ubisoft ou si c'est le marketing qui en a fait des caisses là-dessus. Alors, ou si c'est juste qu'il y a eu eux disent que non. Oui, c'est juste qu'il y a eu une interprétation complètement biaisée de ce qu'ils ont voulu montrer. Toujours est-il que quand le jeu a été annoncé et qu'on a vu les premiers trailers, eh bien,
il y a eu toute une bronca. Ça y est, c'est encore une attaque contre les blancs. On tue des chrétiens blancs dans ce jeu. C'est une honte. Ah oui, tous Bref. les Eric Zemmour japonais, tous les Eric Américains. Zemmour américains se sont unis pour dire oh là là, qu'est-ce qui se passe Voilà. C'est des jeux où on nous assassine. Et Ubisoft a pris un peu son temps avant de le démentir. Quand ils l'ont démenti, en fait, ils ont expliqué que non, c'est l'histoire d'un culte. Et en fait, on tue. On tue. Mais oui, c'est parce que c'est ça qu'on fait. On est opposé à une espèce de secte qui est très très méchante, on peut le dire, hein, puisqu'il massacre des gens. Et que, en fait, on incarne la police, la loi et l'ordre, et qu'on essaye d'arrêter un peu tout ça. Donc là, voilà, c'est pour résumer le pitch et le contexte dans lequel le jeu sort, parce que finalement, le jeu était pas mal attendu par des gens qui espéraient que peut-être que quand même le contexte serait un petit peu lié à ce qui avait été perçu au début. Et on est en mesure de le dire, pas du tout en fait. Et c'est vachement plus flou que ça. Et j'ai même envie de dire, c'est assez compliqué en fait. Je vais juste te dire mon impression parce que comme toi, j'avais vu les trailers, le 3. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, mais c'est un jeu où tu tues des fachos avec des drapeaux confédérés et tout ça. Et j'étais chaud bouillant quoi. Vraiment, je me suis dit tu balances ton chien sur des nazis et sur des néo-nazis. Papa, spécial dédicace à papa, dont c'est un peu le hobby en fait en jeu vidéo. Tuer les nazis. Tuer les nazis, c'est son truc. Mais je peux aussi complètement prendre plaisir à ce schéma, pourquoi pas. Voilà. Donc, et en fait, c'est pas du tout le cas. Et tu leur roules dessus avec un tracteur et tout. C'était assez, très créatif et tout. Et du coup, quand tout d'un coup, je voyais le jeu se profiler, tout d'un coup, il y a eu les interviews où ils disent ah non, on n'a rien voulu exprimer dans ce sens-là. Et du coup, là, je commençais à faire oh là, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils sont en train de faire marche arrière? Eux avancent le fait que jamais il était question de ça quoi. Alors c'est difficile à dire s'il était question de ça ou pas au début. D'après ce qu'on comprend, c'est que l'Europe a essayé de faire de jouer là-dessus en disant c'est un portrait d'une certaine Amérique. Et puis au fur et à mesure, vu la bronca que ça a été aux États-Unis, ils ont fait un peu marche arrière. C'est ce qui semble, hein. Mais après c'est difficile à dire. Ouais. Vu le résultat final, je me dis que sur un projet pareil, d'un truc d'une taille, d'une ambition pareille, est-ce qu'ils avaient vraiment cette intention-là au début? Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé, mais moi je m'attendais à ce que, vu les trailers, je m'attendais à avoir des drapeaux confédérés et des trucs comme ça. C'est pas pour rien que l'alt-right entre guillemets se soit senti visé, parce que les trailers donnaient vraiment ce sentiment. Ouais. Et du coup, est-ce que les trailers étaient volontairement mensongers ou est-ce que c'était accidentel? C'est difficile à dire. Alors, je veux juste prévenir qu'on ne va pas spoiler pour l'instant, mais il y a un moment où il va vraiment falloir que je parle de la fin. Et donc, tu vas me spoiler moi parce que j'ai pas encore fini le jeu. Et je suis désolé, Daniel, je vais te spoiler toi, car tu n'as pas terminé le jeu. Après, tu m'as dit que ça te dérangeait pas. Donc, voilà. Ça dépend par toi. Sinon, si tu veux, tu pars pisser et puis quand je te préviens quand tu peux revenir. Non, écoute, je suis prêt à affronter la vérité. Voilà, donc pour l'instant, on va parler du jeu sans spoiler l'histoire, mais ce qu'on peut en dire, donc, c'est que c'est une secte apocalyptique qui est menée par donc Joseph Seed. Alors, Joseph, déjà, tu vois un peu le message, un caché. Et ce type-là a donc deux frères et une sœur adoptive. Et c'est bien pratique parce que ça permet de diviser l'univers de Far Cry en 3 zones distinctes qui sont chacune contrôlées par un des frères ou la sœur. Et une fois que tu auras défait les deux frangins et la sœur, tu pourras enfin affronter Joseph, donc le grand boss final. Et les 3 environnements sont assez différents parce que en fait chacun a un rôle bien particulier. Il y a John qui est chargé de l'enrôlement des nouveaux fidèles. Il y a Jacob qui lui alors il fait aussi de l'enrôlement, mais il fait un peu du mind control et il s'occupe aussi de dresser des loups pour les rendre un peu plus agressifs, et il en fait des créatures un peu hybrides bizarres. Et donc il y a Faith, la sœur, qui elle est responsable de la production d'une drogue qui s'appelle en VO le Bliss. Je ne sais pas comment ça s'appelle en VF. Je joue qu'en VO. Voilà, et tu apprends que le Bliss, en fait, c'est ce qui leur permet
ou en plus du mind control, de se faire de nouveaux adeptes et de les rendre dépendants. Et là arrive le premier problème du jeu, c'est quand tu comprends que les adeptes que tu vas massacrer à tour de bras, autant il y en a certains qui sont des authentiques connards, bah, apparemment il y en a d'autres, ils sont surtout victimes de brainwashing et ils sont sous l'emprise de drogue. Et donc là, le premier problème moral arrive. Est-ce que c'est bien de massacrer des gens qui quelque part sont des victimes à la base ? Donc déjà, tu vois, là, le premier souci arrive, le premier problème que j'ai j'avais pas avec du tout l'histoire à du jeu. penser à ça, mais c'est vrai. C'est mon premier problème avec l'histoire du jeu. Donc bref, si tu veux, on peut parler du moteur lui-même. Oui, parlons d'un simple truc. Est-ce que tu as pris plaisir ? Et par plaisir, j'entends au soir où on enregistre. Ce soir, il y a Taxi 1 diffusé sur TF1 à 21h. Est-ce que c'est plaisir Taxi 1 ? Beau comparatif. Écoute, ce serait pas d'un plaisir Taxi 1, mais ce serait un plaisir genre un film sponsorisé par Nanarland. Parce que les open world d'Ubi, on le sait, quand ils sortent, et surtout sur PC, sont toujours criblés de bugs, et ces bugs sont parfois à hurler de rire. Et c'est pour ça que, je l'avoue, j'ai passé quelques très bonnes heures sur Far Cry 5, mais ces très bonnes heures, je les ai passées quand je faisais absolument tout ce que j'étais pas supposé faire. Donc comme Assassin's Creed Origins, quoi. J'ai pas encore joué à Assassin's Creed Origins. C'est exactement ça. C'est tant que tu fais pas l'histoire, tout va bien. Bah voilà, c'est exactement ça. Alors oui, je faisais des missions secondaires parfois. Tu vois, je me balade dans le monde et puis à un moment, on me dit tiens, là il y a un objectif qui est pas loin, donc pourquoi pas le faire. Mais tant que je faisais tout sauf l'histoire principale, eh ben j'ai pris du plaisir, mais notamment parce que et là c'est là où c'est paradoxal. Les intelligences artificielles sont connes comme la lune. Tu vois régulièrement des personnages secondaires, des ennemis comme des alliés, qui pilotent un quad par exemple, se jeter dans le vide ou se jeter dans l'eau. Tu vois les mecs. Moi j'aime plutôt ce genre de choses. Mais voilà, alors, les IA sont bêtes, mais en plus le jeu est buggé. Enfin, il y a un cas qui est arrivé où je vois un taureau qui se précipite sur une voiture, la voiture qui part et qui commence à faire des tonneaux, et en fait elle s'arrête pas, elle fait des tonneaux perpétuels, et le conducteur qui était à l'intérieur se retrouve projeté hors de la voiture, sauf qu'il a encore eu les mains attachées au volant, parce que j'imagine que au niveau du modèle 3D, ils attachent les mains au volant pour je sais pas comment ça marche, mais toujours est-il que tu voyais le corps du gars qui lui faisait des moulinets autour de la voiture alors qu'il était encore attaché au volant, et la voiture qui faisait des tonneaux. Enfin, il y a eu des trucs comme ça qui étaient mais à hurler de rire. J'en ai raconté quelques-uns sur Twitter. J'ai eu l'hélico qui reste en vol. L'hélicoptère qui reste en vol alors que les pales ne bougent plus. Ouais. Toi, tu joues sur PS4. Hein, je joue sur PS4, et PS4, il y a beaucoup moins de bugs que sur PC, mais ça, c'est presque une vérité Assassin's Creed historique, quoi. Bah, j'ai l'impression que oui, les versions console des jeux Ubi sont plus polished, alors que sur PC ils se disent ils ont l'habitude et on patchera plus tard. Je sais pas exactement si c'est la politique maison, hein. Là je m'avance un peu vite, mais j'ai l'impression que ouais, les jeux PC sont généralement plus buggés. Mais dans le même temps, c'est comme ça qu'on rigole le plus. Donc je veux pas dire que le jeu n'est pas drôle, parce que oui, je m'y suis énormément amusé, mais je m'y suis amusé pas pour les bonnes raisons, parce qu'à partir du moment où je commençais à faire l'histoire, bah là c'était chiant. Et c'est là tout le problème de Far Cry 5, c'est que le jeu essaye de t'imposer son histoire en permanence. Alors je sais pas où t'en es, je sais pas si t'as vidé une zone déjà à l'heure actuelle. Alors moi j'ai fait beaucoup de nettoyage, mais alors là tu deviens très spécifique. Et là je vais te dire, j'ai compris qu'il y a plein de choses qui te dérangent, et tu parles de la narration. Et c'est vrai que la narration dans les jeux Ubi en général, c'est pas des narrations. Depuis Assassin's Creed 2, ils se sont arrêtés de se focaliser sur le personnage. Ça devient des espèces de templates de persos, des templates de héros qui sont pas très intéressants. Et en fait, les jeux Ubi, ils te proposent un univers. Tu vois, je te dis un peu avec une voix débilou, c'est que à chaque fois, ils te préfèrent te vendre un univers plutôt que plutôt que de t'intéresser à une narration, à une évolution de personnage, à un arc narratif autour du mec. Dans Far Cry 5, tu incarnes un lambda guy, un lambda shérif, enfin shérif adjoint qui se retrouve dans la merde et qui va nettoyer à lui tout seul tout un environnement. Bah, c'est assez paradoxal en fait, parce que les Far Cry en fait, t'as quasiment un épisode sur deux où le personnage est important. Le tout premier Far Cry, qui était développé par Crytek et donc pas par Ubisoft, t'incarnais un mec qui s'appelait Jack Carver, qui était agent de la CIA, je crois, qui se retrouvait sur une île paradisiaque, sauf que sur l'île paradisiaque, il y avait une espèce de
Alors c'était un complexe paramilitaire et t'avais un scientifique qui faisait des expériences pour créer des mutants. Enfin bref, c'était pas un open world, c'était un jeu qui était vachement plus linéaire. C'est un jeu qui avait déjà, qui était super beau et c'était la première version du CryEngine et c'était absolument magnifique. Mais le jeu avait déjà des défauts comme les ennemis qui te repéraient à 500 mètres et qui te snipaient avec une calache alors que ça n'a absolument aucun putain de sens et qui te voyaient encore à travers une tente ou des trucs comme ça. Un défaut qui existe encore dans les jeux Far Cry récents. Et puis c'est à partir de l'épisode 2 où Ubi, alors je sais pas exactement comment ça s'est passé, s'ils ont racheté la licence Far Cry, mais toujours est-il que Ubi est responsable de Far Cry 2, pendant ce temps Crytek partait faire Crysis. Donc c'était deux approches complètement différentes. Moi j'avoue qu'à l'époque j'avais plutôt été Team Crysis et donc j'étais resté chez Crytek et du coup je n'ai pas joué à Far Cry 2. Mais j'avais regardé, notre ami Tremer avait fait un test vidéo de Far Cry 2 qui était posté sur Gaming Scene Sanophitix, je pourrais le poster d'ailleurs, et c'était à mourir de rire. Et Far Cry 2 avait pas été super bien reçu à l'époque, et c'est peut-être aussi pour ça que je l'avais zappé. Et une fois arrivé à Far Cry 3, et donc tu vois, le personnage principal de Far Cry 2, je suis absolument incapable de dire si c'était un random sans nom ou si c'était un perso important. Dans Far Cry 3, là on retourne sur une île entre guillemets paradisiaque, sauf que elle est aux mains d'une espèce de junte paramilitaire et donc t'as les tribus locales enfin tribus, les locaux, parce que c'est pas vraiment une tribu, même si ouais il y a un passage tribal où tu récupères des tatouages, enfin il y a une espèce d'espèce d'exotisme raciste rococo, tu vois, qui est un petit peu bizarre dans Far Cry 3, mais il y a un antagoniste qui est charismatique, c'est celui dont tout le monde a parlé, c'est Vaas, même si c'est pas... J'en ai entendu parler même sans avoir joué au jeu. Voilà, même si c'est pas le grand méchant, et même si arrivé à la moitié du jeu, il disparaît, parce que c'est un sous-boss, quoi. Et c'était vraiment la grosse déception, c'est que le vrai boss du jeu, lui, il a vraiment aucun intérêt. Mais Far Cry 3 avait réussi à plaire parce que justement, Ubi avait fait beaucoup d'efforts pour multiplier les activités. Et donc, t'avais masse véhicules, masse trucs à faire. Alors, t'avais toujours les quêtes de collecte qui sont la plaie et qu'on retrouve encore dans Far Cry 5, évidemment. Mais Far Cry 3 avait plu notamment pour ça, parce que t'avais ce sentiment de liberté et parce que il te permettait de faire des trucs débilous. Et ils avaient essayé de jouer sur ça avec Far Cry 4. Sauf que Far Cry 4, moi, perso, il m'a un peu ennuyé. Je suis allé au bout. Mais j'avoue que j'ai pas pris autant de plaisir parce que j'avais l'impression qu'on me ressortait la même recette version himalayenne. Et puis peut-être que j'y ai joué trop tard et que les bugs avaient été patchés et du coup je m'étais un peu ennuyé sur Far Cry 4 même si j'étais allé au bout. Ensuite, comme ils ont essayé d'en sortir un par an, ils ont sorti Far Cry Primal en recyclant la carte de Far Cry 4. Donc toi ça t'a pas dérangé vu que t'avais pas... Ah bah non, pas du tout, c'est mon premier Far Cry. Voilà. Et Primal, moi j'ai pas du tout accroché. Ah, moi j'ai adoré, il y avait du sexe entre... personnes préhistoriques. Ouais, mais tu vois, dans Far Cry 3 et dans Far Cry 4, il y avait beaucoup de tirs à l'arc, et j'aime beaucoup le tir à l'arc. Et je vais te dire, là, t'es en train de me lister tes jeux, j'allais dire Night Trap, je sais pas pourquoi j'ai dit, tes jeux Far Cry, mais tu sais quoi, là, je vais te dire un truc, pourquoi j'ai aimé Far Cry 5, je suis qu'au milieu, en fait, j'étais en train de jouer un peu en mode pilote automatique, ok, je fais cette quête, et puis là, et en plus, il y a eu le chien. Et le chien, j'étais un peu déçu parce qu'on le voit pas tant que ça. Alors, si on peut lui faire good boy. Et ça, c'est très important. J'adore les chiens dans les jeux vidéo. Je pense que c'est à la fois une arme et en même temps une entité genre, quand j'ai un partenaire qui est en train de mourir, je m'en fous. Mais quand c'est le chien, je risque ma vie pour aller sauver mon yinche. Je suis un mec qui a envie d'avoir un chien et qui peut pas en avoir. Et du coup, je le ressens dans le jeu vidéo. Et là, à un moment, débarque Cheeseburger. Et Cheeseburger, c'est un ours. Ouais. Là, t'as un ours en animal de compagnie et d'attaque. Puisque tu peux lui aussi lui faire « Ouh, good boy » en lui caressant les poils dans le cou. Il te lèche la tronche. Il te lèche la tronche. C'est vraiment... Je pense que c'est mon personnage de jeu vidéo préféré de cette année, je m'engage. Ben oui, mais tu vois, Cheeseburger, il a plus de personnalité que le personnage que tu incarnes. Et puis c'est de ça que je parlais quand je faisais ma rétrospective Far Cry. On s'en fout. L'important, c'est que tu puisses envoyer un ours de combat sur des fanatiques religieux. Je pense que c'est ce que j'ai envie de jouer en termes de ce que m'apporte un jeu. Après, c'est vrai que moi, j'arrive déjà un mois après. La plupart des bugs, ils ont un peu disparu. Les bugs rigolos... Moi, je suis comme toi, quand j'ai un bug rigolo, c'est plutôt les genres de trucs qui me fait rire et c'est le genre de trucs que j'aime bien raconter après. Là, j'ai juste fusionné avec le métal de ma voiture.
c'est rien comparé à ce que j'ai eu avec ma seule partie de PUBG où j'ai fusionné avec un baril. Il y a un baril qui est apparu à l'endroit où j'étais. Et du coup, j'étais coincé et du coup, ça a créé en fait un événement, d'ailleurs, qui était dans le Twitch consacré à PUBG. Et du coup, ça a créé un événement et je comprends ton envie d'avoir des bugs débiles, en fait. Et je t'encourage à continuer à jouer sur PC parce que ils sont tous là-bas, en fait. Ils vous les mettent tous sur PC pour que vous soyez dans votre ghetto de jeux PC. Tandis que les joueurs console, ils ont une version très bien finie et tout ça. Ouais. Moi, j'y trouve mon compte parce qu'il y a de l'arc, il y a un chien et un ours. Donc, je peux reprendre sur les personnages. Vas-y, reprends sur les personnages. Puisque les persos, on l'a dit, ils sont pas très écrits et finalement, ils nous intéressent pas. Bah, surtout, dans le 3, il y avait un début d'écriture du personnage. C'était un espèce de bro qui avait pas forcément grand intérêt, mais le perso était un peu écrit. Il avait des interactions avec les autres personnages où tu comprenais un petit peu quelles pouvaient être ses motivations. Dans le 4, là aussi, le personnage, tu sais pas trop en fait qui il est, ni ce qu'il essaie de faire. Enfin, tu sais ce qu'il essaie de faire en fait. Il est là pour rendre hommage à sa mère, il essaie de récupérer les cendres de sa mère, tout ça. Tu comprends que sa mère a eu un lien avec le grand méchant du jeu. Dans Far Cry Primal, alors c'est plus compliqué parce que évidemment ça se parle en borborigme de personnages préhistoriques. Mais là aussi, t'as une espèce d'histoire autour du personnage. Et là, dans Far Cry 5, bah rien du tout. Ton personnage, c'est une enveloppe vide qui a même pas de nom. Qui s'appelle Deputy ou Rook parce que t'as le choix entre un homme et une femme et donc du coup ils ont choisi des termes neutres, mais ce personnage tu comprends pas bien ses motivations en fait et ça c'est quelque chose qui est assez clé dans les choix que tu vas être amené à faire et toujours sans spoiler, je spoil toujours pas la fin, mais par exemple il y a un passage où t'es amené, t'es face à face avec un des mini-boss, donc avec un des frères. Et il tient en joue un de tes alliés et il te demande de dire le mot yes, donc de prêter serment entre guillemets sur une de leurs bibles. Et t'as le choix entre dire yes ou rien faire. En fait, t'as pas le choix entre dire yes ou faire quelque chose. T'as le choix entre dire yes ou rien faire. Donc, si tu veux, le jeu te présente la touche sur laquelle tu dois appuyer si tu veux dire yes, mais t'as le choix de rien faire du tout. Et le truc, c'est que ça n'a aucune incidence. Que tu dises yes ou que tu fasses rien, le jeu se déroule exactement de la même manière, ça ne change strictement rien. Et c'est vraiment dommage parce que ton personnage étant une coquille vide, tu n'as pas tellement d'intérêt à essayer de faire un truc plutôt de l'autre. C'est ton choix moral à toi, plus que celui que tu vois, l'histoire pourrait être plus ou moins t'imposer. L'écriture de l'histoire peut donner à ton personnage des motivations qui sont cohérentes ou qui ne le sont pas. Même si c'est toi qui choisis ce que tu fais. Par exemple, un jeu comme The Walking Dead, l'histoire avance, tu peux faire des choix, mais c'est des choix qui sont toujours plus ou moins cohérents avec ton personnage, son historique, sa personnalité. Alors que là, ton personnage, il n'a pas de personnalité du tout, donc tes choix, finalement, on s'en bat les couilles. Et ce sera démultiplié complètement à la fin, sur laquelle on reviendra plus tard. Et donc, je crois que tu vas bientôt y revenir dessus, mais juste pour te dire... Bientôt. Je sens dans Far Cry 5, je sens... le post-Walking Dead, quoi. Parce que tout d'un coup, il y a des zombies qui sortent de je ne sais où. Enfin, des espèces c'est de pas mecs... des zombies, c'est des gens drogués. Ouais, des gens drogués, mais ils sont clairement vendus comme des zombies, en fait. Ils sont attirés par le bruit, vraiment, genre, ça pourrait être des creepers, quoi. Mais tous les ennemis sont attirés par le bruit en même temps. Ouais. Non, mais d'accord, mais ils sont comme des mouches, quoi. Ils arrivent et ils attaquent comme des furies. Oui, ils s'appellent les anges, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je suis pas sold à cette idée, quoi. Je préfère c'est comme dans surtout comme dans Last of Us, je préfère quand c'est des humains et qu'ils aient une motivation de méchants, quoi. Ouais, mais tu vois, au moins dans Last of Us, tu sais que c'est des gens qui sont zombies et donc que c'est fini pour eux, ils sont déjà morts quelque part. Alors que là, c'est des gens drogués, c'est des gens qui pourraient peut-être s'en sortir, sauf que le jeu t'invite à les massacrer à tour de bras. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement perturbant. Et le principal problème de la narration de Far Cry 5, c'est que c'est un jeu à jauge. Je m'explique. Donc moi, ce que j'adore faire, c'est m'amuser, me balader dans l'environnement, de temps en temps faire une petite quête quand il y a une qui est proposée, trouver un truc, un objectif. Et donc, à chaque fois que tu accomplis un objectif, ou même, il suffit que tu tues des ennemis dans des conditions un peu spécifiques, et là, pareil, ta jauge d'XP se remplit. Et c'est une jauge d'XP un peu factice parce que c'est pas ton XP qui augmente, même si t'as des perks que tu peux améliorer. Mais c'est une jauge qui évalue ta progression.
puisque en fait les boss, techniquement, si c'était un jeu un peu réaliste, tu pourrais aller direct à leur base et essayer de les maraver direct en 5 minutes. Non, bah non. Comme tu peux le faire dans Zelda. Dans Zelda, tu peux aller essayer de battre Ganon au bout de 10 minutes de jeu si tu veux. Mais là, non. Là, si tu essaies de t'approcher d'un des boss, bah non, soit il sera pas là, soit le jeu te téléporte ailleurs pour t'empêcher d'affronter le boss, parce qu'avant, il faut remplir ta jauge. Et ta jauge, elle augmente au fur et à mesure que tu accomplis des missions ou que Puis tu elle se remplit doucement à la fin. Hein. Ouais, ou que tu fais quelques objectifs. Et parmi les objectifs, il y a, par exemple, détruire les camions de ravitaillement, libérer des otages. Et à chaque fois que tu fais ces détruire les trucs-là, silos, il y a pas détruire mal les de silos, détruire des réservoirs, détruire des radars. trucs. Tuer des toujours VIP. Voilà. Et c'est des trucs qui sont pas forcément inclus dans des missions. C'est des événements qui peuvent se dérouler aléatoirement. Tu te balades, tu trouves un truc, tu fais ah tiens, Alors, je vais péter ce truc-là, voilà. C'est le truc que j'aime bien dans Far Cry 5, c'est ce côté un peu de l'évolution de l'histoire un peu environnementale. C'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'on n'a pas à se monter en haut de tour pour se synchroniser pour avoir la liste des missions qu'on a à faire. Non, ça, ils l'ont abandonné, ils l'ont remplacé par des cartes et c'est très bien. Ils l'ont remplacé par des cartes et aussi par ce qui t'arrive sur des événements en marchant simplement. Tu peux ne pas gauler la carte et tu peux rencontrer les gens ou alors discuter. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais et tu peux discuter avec des gens et du coup c'est vraiment ça qui apporte quand tu survoles avec ton hélico ou ton deltaplane ou ce que tu veux une zone et qu'il t'indique ah là il y a une base ennemie, bah voilà, t'as découvert la base ennemie parce que t'es à côté en fait, pas parce que tu t'es monté en haut d'un pilier pour te synchroniser avec l'environnement. Et je pense qu'il y a vraiment c'est l'après Zelda aussi, c'est que c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Tu te rends compte que tu te rends compte que tu peux plus à chaque fois resservir le coup de la synchronisation. Même dans Assassin's Creed le Origins, j'en pouvais plus parce qu'on te fait monter à un endroit tout pourri, t'as juste à appuyer sur OX et tu montes presque automatiquement et à la fin bah, tu te synchronises. C'est juste de la fetch, c'est juste ce qu'on appelle des fetch quests quoi. C'est pas très intéressant. La découverte du monde dans Far Cry 5, c'est peut-être un des meilleurs trucs parce que c'est le meilleur truc avec l'ours, avec Cheeseburger. Bah moi je trouve que le meilleur truc c'est le monde organique qui t'est présenté en fait. C'est vraiment les ennemis qui ont leur petite vie, les NPC qui ont leur petite vie, et puis les animaux, toute la nature qui aussi a sa petite vie. Et du coup avec les bugs ça donne lieu à des situations complètement hilarantes où un ours se précipite sur un tracteur, le renverse, mais dans le même temps ça tue le mec qui était dedans, il est projeté dans l'espace. Enfin il y a des trucs vraiment drôles qui se passent alors que toi t'as aucune incidence dessus. Moi c'est arrivé une fois que je gagne de l'XP alors que j'étais dans ma base à rien foutre, mais parce que quelque part il y a un camion de ravitaillement pas très loin de moi qui s'est fait exploser par des NPC en fait, et ça fait partie des trucs un peu drôles. Mais donc pourquoi je disais que c'est un jeu de jauge, c'est que tous ces trucs que tu fais, tous ces trucs qui sont pas forcément liés à des quêtes mais qui sont un peu annexes, ils augmentent ta jauge d'XP. Ta jauge d'XP elle atteint parfois je sais pas, je vais appeler ça une étape. Entre le moment où tu commences une zone et le moment où tu peux affronter le dernier boss, il y a des étapes intermédiaires. Je crois qu'il y en a 3 si je me trompe pas. Et à chaque étape intermédiaire, à chaque fois que tu en atteins une, quel que soit le truc que tu es en train de faire, déjà tu apprends qu'il y a des escouades qui sont en route pour venir te kidnapper, pour venir te faire la peau. En fait, ils disent te faire la peau, mais en vrai, ils vont te kidnapper. Et le truc qui est complètement ouf, c'est que même si tu massacres les gars qui arrivent dans des ATV sur des quads pour essayer de te tuer ou te kidnapper, même si t'es genre en hélicoptère, t'es en l'air, t'es à l'abri, eh ben non, l'écran va devenir flou et tu vas te retrouver ligoté, pieds et poings liés face à un des sous-boss. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi ? Mais pour quelle raison ? Comment est-ce que les mecs ils m'ont attrapé ? Et pourquoi est-ce que je me retrouve là ? Et c'est là où la narration catastrophique du jeu entre en scène, c'est que tu te fais kidnapper, les mecs ils t'ont à leur merci, mais franchement t'es quand même une sacrée épine dans leurs pieds, ils pourraient juste te buter, non. Soit tu t'évades, soit ils te laissent partir, mais sans aucune putain de raison, tu te fais enlever, ils te relâchent, et ensuite tu te refais enlever, et ils te relâchent, et ensuite... T'as généralement une justification scénaristique complètement pourrie pour expliquer pourquoi ils font ça, mais tu te dis mais pourquoi quoi ? Quel est le but ? C'est vraiment mais d'une idiotie complète. Et là, je vais commencer à spoiler un petit peu. Alors, je vais parler du niveau de Jacob. Ok, je suis voilà. prêt. Toi, je crois que tu l'as commencé la zone Jacob. Ouais. Jacob, c'est au nord. C'est là où Jacob, tu récupères Cheeseburger. Dans la zone Jacob, en fait. fait, tu te fais enlever. Et t'es soumis à une espèce de brainwashing où ils essayent de prendre ton contrôle.
où à chaque fois que t'entends la musique, le chanson Only You des Platters, t'es le sujet d'expérience où en gros tu dois tuer tout un tas de mecs pour pouvoir t'enfuir. Et c'est présenté comme étant une hallucination, si tu veux, un délire psychotrope. Et à chaque fois, tu te demandes si quand même il n'y a pas un fond de vérité, si les mecs que t'es en train de massacrer, ils sont pas réels, mais c'est jamais dit explicitement. Et tu comprends à la toute fin que, en fait, voilà, ils ont essayé, ils ont même réussi à te mettre sous leur contrôle pour que, à la toute fin, tu tues le chef de la résistance locale. Et là, moi, c'est un truc qui m'a profondément énervé parce que je l'ai deviné, ce truc-là. Je l'ai deviné dès le début. Et à la toute fin, je me retrouve face au mec que d'habitude tu tues par réflexe. Et je pense que le jeu essaye de te le faire tuer par réflexe avant que tu aies le temps de voir qui c'est. Sauf que comme je m'y attendais, je l'ai pas tué. J'ai tourné autour de lui, je l'ai regardé. Et je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de le tuer, donc je vais pas le faire. Et c'est un truc qui m'a vraiment énervé parce que autant dans la zone de John, tu peux refuser de dire oui. Autant là, tu ne peux pas refuser de tuer le mec. T'es obligé de le tuer pour continuer, sinon la mission, elle échoue. Et tu vois, on te force la main alors que t'as compris ce qu'on essaie de te faire faire. Et ça m'a tellement énervé. Et c'est vraiment, mais vraiment naze. Et le pire, c'est que, étant donné que c'est lié à ces trucs que tu ne peux pas éviter, que t'es obligé de te manger, même si t'es en train de faire autre chose, ben tu vois, l'histoire se force à toi. On n'est pas en train de te raconter en histoire, on est en train de te gaver avec, en fait. On est en train de te la pousser de force au fond de la gorge, même quand t'as pas envie de passer par là. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment relou. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ces choix, en fait. Pourquoi on t'impose la narration à un moment où vraiment t'aurais envie de faire autre chose. Et quand on t'impose des trucs comme ça, ils auraient pu le faire de manière non interactive. Je pense que ça serait mieux passé parce que pourquoi le faire interactif si c'est pour te forcer à le faire, si tu veux, tu vois. Pourquoi te le faire jouer si t'as pas de choix à la fin. Et ça, c'est vraiment pour moi un gros problème. Ah, je sais pas, je t'ai cloué le bec là, j'ai l'impression. Non, juste pour dire tout ce que tu diras, tu n'arriveras pas à m'enlever le plaisir de jouer avec Cheeseburger. Je peux aussi comprendre que tu prennes du plaisir à jouer avec Cheeseburger parce que je t'ai vu jouer, moi, sur PS4. Et alors, si j'étais joueur console, je crois que je me sentirais insulté, tellement le niveau de difficulté est bas. C'est incroyable. Alors, je fais le jeu sur PC en hard. Toi, tu joues en hard. Je fais le jeu sur PC en hard. Moi, je peux pas jouer en hard avec. Non, mais je peux te garantir un truc, c'est que le tout début, quand t'as cette course-poursuite de nuit avec le Marshall à côté de toi, et où tu te fais canarder de partout, et où c'est quasiment du rail shooter, sauf que t'es dans une voiture qui remue, et donc c'est super dur de viser, et pendant ce temps-là, tu peux pas te cacher, et donc tu te fais plomber. Ce passage en hard sur PC m'a rendu ouf, et honnêtement, j'ai mis presque 2 heures à le passer, tellement ce truc est pété et réglé avec le cul, c'est vraiment n'importe quoi. Tu te fais plomber, t'as ta vie qui descend à la vitesse de la lumière, et c'est limite tu le passes à la moule le passage, quoi. C'est si t'as de la chance, t'arrives à exploser les bons bidons, t'arrives à balancer ta dynamite, et en plus, étant donné que c'est buggé, c'est pas drôle parce qu'il y a des passages où la dynamite elle explose sous le véhicule ennemi, et le véhicule ennemi il explose pas. Moi je te dis, j'ai failli devenir fou. Et alors quand je t'ai vu le passer du premier coup, alors que tu ratais quasiment toutes tes cibles et que tu te faisais jamais tirer dessus, mais ça m'a rendu ouf. Donc je pense que la version console est vraiment beaucoup plus facile. Non, c'est pas le skill, Daniel, ça ne marche pas. Benji, un jour je vais t'expliquer ce que c'est que le skill. Et voilà, je te conseille de regarder, je twitch mon skill, si tu veux. Et voilà. Analyse, je comprends que tu sois à la ramasse, que tu arrives plus à viser... qu'il soit pas un as du snipe. D'accord. Prendre du plaisir de manière organique, je le comprends. Prendre du plaisir à l'arc, et je le comprends d'autant plus que je fais tous mes Far Cry à l'arc. Et l'arc de Far Cry Primal m'a beaucoup déçu. C'est pour ça que j'ai pas pris de plaisir dessus et que j'ai fini par arrêter. L'arc de Far Cry dans 3, 4, 5, tu peux aller faire de la lance aussi. Ouais, mais la lance, moi j'ai trouvé ça naze. Franchement, la lance de Primal, quand tu donnes des coups et tu sais pas si ça touche ou pas. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout accroché à Primal. Alors que tu vois, j'ai fait quasiment tout le jeu à l'arc. Moi, mon plaisir dans Far Cry 5, c'était déjà c'est d'avoir récupéré l'allié qui est aussi à l'arc. Comme ça, on peut buter les mecs de loin dans le silence le plus complet, pendant que j'envoie Cheeseburger pour foutre le bordel et les faire paniquer. Et ça, c'est vraiment mon petit plaisir, quoi. Et que et moi en tout cas, je joue en VO, et que tout d'un coup, pendant le même moment que ton ours attaque, tout d'un coup, il y a un de tes PNJ qui dit moi en ce moment j'ai la diarrhée. Et genre parfois, c'est ce que j'aime aussi avec les Assassin's Creed, c'est que les mecs qui font les voix, et parfois, tu sais, les voix, elles partent pas du tout au moment opportun, quoi. Ou alors, elles répètent en boucle 3 phrases, et c'est parfois assez ridicule quand le mec qui raconte sa diarrhée, genre,
Le mec, il raconte le diabète parce qu'il faut le savoir, Cheeseburger a le diabète, Oui. donc faut pas lui donner de cheeseburger. Et bah, Faut lui donner putain, du mais poisson. quelle barre de rire quand même. Ouais. Bah oui, notre pire, Mais oui, pas mais carnivore. je te dis, c'est pour ça que moi j'ai passé du bon moment sur Far Cry 5, mais j'arrive pas à le conseiller parce que déjà quand on est habitué de la série, c'est un peu same old. Ah bah non, mais à tel point que tu vois, moi, les histoires quand ils se parlent et tout et que la trame narrative avance, je me dis ah putain, en fait ils essayent de faire la même chose que dans le fameux 3 quoi. Tu sais, dont j'ai juste entendu parler, le fameux Vass et tout, et tu sens que ça se parodie lui-même quoi, qu'ils essayent de retrouver un peu ce moment, mais comme Uncharted, ils essayent de recapturer le moment du 2 quoi, Mais je le dirais, moment inouï que c'est un peu le problème du jeu, c'est que son mode story principal, sa campagne principale se prend vachement trop au sérieux. Et c'est là où j'ai encore un problème avec l'environnement et le positionnement du jeu, c'est que quand tu regardes de près, même les gentils en fait c'est des gros maboules. Même les gentils, c'est des putains de survivalistes, c'est des gens qui ont des stocks de munitions incroyables, c'est des gens qui ont des bunkers au cas où la fin du monde arrive. Tu te dis, c'est l'Amérique de Trump, mais c'est l'Amérique de Trump où il y a juste les supporters de Trump qui existent, quoi. C'est tous des maboules des flingues, c'est tous des maboules avec des bunkers qui sont en face à des zinzins drogués qui font partie d'une secte. tu fais le fragile, mais alors que qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que d'avoir des armes chez soi Non, aux mais tu vois, États-Unis. je veux dire, ok, c'est un jeu, c'est un FPS, donc évidemment qu'on va tuer des gens à tour de bras. Non, tu vas tuer carrément des vaches avec ton bazooka. Bien sûr, bah attends, il faut ce qu'il faut. Ah non, mais hein. attends, quand tu tues l'ours au bazooka, Non, mais- pas le sien évidemment, mais les autres. Tu sais que la course-poursuite du début, moi, il y a une fois où je suis mort parce que ma voiture a percuté une vache. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que la vache soit si résistante? Alors, je Parce sais que pas, mais elles sont résistantes. J'ai dû lâcher un chargeur de Uzi et elle était toujours debout, quoi. Ah non, mais tu sais, il y a une mission qui te demandera de tuer un bison en lui roulant dessus. Je peux te dire que putain, ils sont résistants les bisons, hein. Faut y aller, hein. Faut vraiment lui rouler dessus. Ah non, plusieurs fois. les bisons, attends, mais surtout, ils t'attaquent. Il peut renverser ta Ah bagnole. bah ouais, oui, non, ils sont costauds. Mais il y a pas que les bisons, hein, les élans aussi. Moi, j'ai vu un élan renverser un camion. Un élan aussi. Un élan, Putain. un élan renverser un poids lourd, ouais. Mais ça fait pas. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais ça fait partie de mes gros fous rires sur le jeu, si tu veux. Mais le gros problème du jeu, c'est son propos, c'est que le jeu se prend beaucoup trop au sérieux sur des passages où il aurait vraiment dû être beaucoup plus délirant. Alors qu'à côté de ça, t'as un environnement un peu cartoon avec, tu vois, voilà, le perso qui dit qu'il a la diarrhée, ou t'as t'as un personnage qui se présente comme sénateur et donc qui ironise sur les gauchistes, et c'est fait de manière plutôt rigolote. T'as des petites allusions à droite à gauche, genre Make Opportunity Great Again ou des trucs comme ça. Tu sens que quelque part ils ont envie de placer un petit message, mais le problème c'est que mais tous vos personnages, c'est des gros zinzins, tous sans exception. Et que le scénario déjà de départ, enfin je veux dire, à partir du moment où tu commences à avancer dans le jeu et où tu vois que la secte, non seulement ils embrigadent des gens, mais qu'ils en crucifient d'autres, qu'ils les brûlent vivants ou qu'ils massacrent à tour de bras. Enfin, il y a un moment où t'enverrais la garde nationale, quoi. Il y a un moment, c'est l'armée qui débarquerait pour les calmer, quoi. Je pense qu'il y a si tu mets ce jeu sur le plan moral, je pense que tu as perdu. Le jeu, il te perd. Mais c'est le gros problème, c'est que la totalité de l'histoire, il y a absolument rien qui tient debout. Et il faut qu'on parle de la fin. Il faut qu'on parle. Allez, ça c'est le moment où tu gâches la fin. Donc là, et je fais genre je t'écoute, mais en fait non. Tu peux partir aux toilettes si tu veux. Alors faut qu'on parle de la fin. Non, mais pour moi dans ma tête, j'ai basculé mon cerveau en mode Dave Grohl. Comme quand vous parlez de Dave Grohl avec papa, je t'écoute d'une oreille. Et John Walker, là, on a très très bien parlé dans son article sur Rock Paper Shotgun. À la fin, alors mystérieusement, à la toute fin, quand tu te présentes face à Joseph Seed, il a réussi, on sait pas comment, à rekidnapper tous tes alliés. Et tous tes alliés, c'est non seulement tes potes qui t'accompagnent, mais aussi certains autres NPC que tu avais déjà libérés. Et ton ours? Et non, alors, sauf les animaux. Tous tes alliés, sauf les animaux. Mais ils sont tous sous l'emprise de la drogue. Et déjà, ça n'a aucun sens parce que
Lui, sa secte, elle est décimée. Tous ses lieutenants, ils sont morts. T'en croises quasiment plus un seul sur les routes. Et c'est ça, c'est un des problèmes du jeu, c'est qu'à partir du moment où t'as terminé une zone, ça devient super galère de continuer à gagner des perks parce que les ennemis sont devenus ultra rares. Et donc, il faut galérer un peu pour trouver les missions qui restent et qui sont parfois bien cachées. Parce que oui, la zone, elle est libérée. Elle est libérée, mais vraiment, quoi. Les ennemis deviennent rarissimes. Donc, tu sais pas vraiment avec quelle armée il a réussi à rekidnapper tous les gars que t'as passé tout le jeu à libérer, mais ils sont là et ils sont sous le contrôle de la drogue, et donc ils sont sous son emprise. Et il te donne le choix entre soit résister, soit tourner les talons et dégager. Et là tu te dis mais à quoi ça sert? C'est quoi ce choix de merde? Et tu comprends que si tu tournes les talons, le jeu est terminé, alors que si tu résistes, et c'est quand même ce que tu viens de passer 30 heures à faire, résister, donc pourquoi est-ce que avec tu beaucoup de grinding, Mais ouais, avec énormément de grinding. Lui, son armée, elle est complètement décimée. Sa religion, elle existe quasiment plus. Il est quasiment tout seul. Il a plus aucune force. Il a plus aucun moyen de te forcer à changer d'avis. Il a plus aucun élément de coercion. Tu vois, il a rien du tout. À quel moment tu pourrais prendre ce choix? Enfin, je veux dire, scénaristiquement, à quoi ça rime? À quoi ça rime de d'un coup se dire que t'as passé 30 heures à rien faire, que t'as massacré des centaines de gens pour rien, et te dire bah finalement je vais rentrer chez moi. Enfin tu vois, c'est vraiment l'illusion du choix, quoi, c'est débile. Donc, et même avec un personnage vide et avec aucun caractère, enfin le caractère que t'as forgé à ton personnage, il est là, quoi. T'as passé 30 heures à te battre, donc quelque part t'es là pour l'arrêter, le mec. Donc on te donne ce choix. Alors moi j'ai pas pris ce choix, donc je sais pas exactement ce qui se passe quand tu fais ce choix, mais j'imagine que tu t'en vas et le jeu est fini, quoi. J'aurais peut-être dû regarder sur YouTube pour voir ce qui se passe. Mais bon, bref. Ou alors c'est un choix à la Dragon Quest, c'est-à-dire tu fais oui, mais à la fin, ou alors c'est un jeu, il te force à prendre quand même le choix. Mais d'après ce que j'en ai lu sur Rock Paper Shotgun, non, le jeu est vraiment fini, quoi. On te force pas à faire l'autre truc. Mais quand tu fais l'autre truc, quand tu fais l'autre truc, donc bah évidemment, t'as tes partenaires qui se rebellent contre toi, et donc tu te retrouves à devoir leur tirer dessus. Quand tu leur tires dessus, ils tombent au sol, et quand tu les relèves, d'un coup ils redeviennent gentils. Sauf que si Joseph leur retire dessus et que c'est lui qui les relève, là ils redeviennent méchants. Et là tu dis mais comment ça marche? C'est quoi la logique derrière ça? Des gens qui deviennent gentils quand ils se font relever par toi et qui redeviennent méchants quand ils se font relever par Joseph. Bref, ça n'a aucun sens d'un point de vue logique, hein, parce que t'es pas dans une hallucination, t'es dans le monde réel. Et à la toute fin, une fois que t'as enfin tué Joseph, tu te barres avec 3 persos parce que au moment où tu le fous, où tu lui mets les menottes, tu vois tout au loin derrière toi une explosion nucléaire. Et là, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? T'as perdu? Pourquoi il y a une explosion nucléaire? Alors, tu te dis, alors merde, c'est la secte, ils avaient placé des charges nucléaires pour le jugement dernier, pour faire tout sauter. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, en fait? Je veux dire, ils auraient pu faire sauter depuis longtemps. Donc, ok, admettons, soit, il y a une explosion nucléaire. Alors, tu prends la fuite dans une voiture avec le mec, avec Joseph, avec le Marshal et avec les deux autres adjoints, en fait. Tous tes autres alliés ont disparu. Je sais pas pourquoi, on sait pas où ils sont partis, mais ils ont disparu. Et tu roules. Et le jeu te dit, oui, il faut rouler très vite pour échapper au feu nucléaire. Pendant que tu roules, tu vois sur ta gauche une autre explosion nucléaire. Tu continues à rouler, hop, sur ta droite, une autre explosion nucléaire. Et là, moi, dans mon esprit, la logique, c'était, ils ont placé une bombe atomique dans chacune des zones du Montana. Donc, t'en as une par zone, nord, est, ouest. Et à la toute fin, mais vraiment la toute fin, et là c'est un parallèle vraiment étrange avec le tout début du jeu, et ben tu te retrouves avec Joseph, seul survivant, et il te tient menotté, et le jeu se termine comme ça. Alors déjà, c'est un peu un miracle que ce soit le seul mec survivant d'un accident avec toi, sachant que c'est déjà ce qui se produit au début avec l'hélicoptère, où au début, on rappelle... tu vas pour l'arrêter, tu montes dans un hélicoptère, et là c'est fidèle, balance des pierres, t'en as même un qui se jette sous les pales de l'hélicoptère s'écrase, et Joseph survit, on sait pas comment, quoi. Bon, tout le monde dans l'hélicoptère survit, mais tu te dis, si son plan c'était de faire écraser l'hélicoptère pour s'enfuir, putain, c'est ton Dax, quoi. Faut quand même un sacré coup de moule pour que ton hélicoptère il se crache et que tout le monde survive, sauf les pilotes. Et là, pareil, sauf que là c'est certainement pas un plan qu'il avait au départ, mais la voiture se crache, c'est lui le seul survivant avec toi, il te sort, et il t'emmène dans un bunker, et la fin du jeu. Tout ce que t'as fait n'a servi strictement à putain de rien. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Tu m'as spoilé un truc et ça m'a tout gâché, merci. Mais c'est une tentative de twist, mais vraiment, mais quel était le but de ça, quoi? Enfin, quel est le message derrière ça? Il y a rien. Le jeu, finalement, ne raconte rien.
Et là où ça devient complètement mabou, Bah, si alors là, c'était des accroche-toi à ton nazis, siège. si c'était des nazis, bah, ça veut dire que le nazisme gagne. Et là, il y avait une espèce de... si c'était ça le Non, mais message. accroche-toi à ton siège. C'est que du coup, dehors, c'est l'apocalypse nucléaire. Donc il n'y a plus rien, tout est dévasté. Et toi, tu es dans un bunker avec Joseph. C'est que Polygon a posé la question à Ubisoft, genre, mais c'est quoi ces bombes atomiques au final? Et Ubisoft répond, ah mais si vous écoutez bien attentivement les spots d'infos à la radio quand vous êtes en voiture, ou certains messages quand vous passez dans les maisons où il y a des radios amateurs, c'est la Corée du Nord qui attaque. Hein? Quoi? Genre, c'est un truc qui est en filigrane, que tu peux complètement rater, tu peux faire le jeu tout entier sans jamais rien entendre là-dessus, et c'est ça ton twist de fin, c'est la Corée du Nord attaque le trou du cul des États-Unis dans le Montana avec 3 bombes atomiques. Mais what the putain de fuck? Qu'est-ce que c'est que cette écriture, quoi? Ça n'a mais aucun putain de sens. Narrativement, c'est une défaite complète. Autant l'assumer complètement et dire que c'était l'apocalypse prévu par la secte et que donc ils ont fait sauter le truc. C'est ce que font les sectes quand ils prévoient l'apocalypse. Soit ils se suicident tous, soit ils font sauter un machin. Mais quel est le but de faire passer ça sur le dos de la Corée du Nord? Je veux dire, ça sert à quoi? C'est à peine dans le jeu, c'est à peine évoqué. Et là, leur communication, c'est que c'est la Corée du Nord. Mais déjà, mais c'est débile. Pourquoi ils attaqueraient là, la Corée du Nord? Enfin, mais c'est d'une stupidité tellement profonde que ça m'a énervé. J'ai bien compris quand tu as insisté pour faire le sujet. C'est pour ça que j'ai essayé de me mettre à niveau et de prendre plaisir avec mon ours. Avec ton ours. Et je comprends que tu prennes du plaisir avec ton ours parce que j'ai pris du plaisir avec mon ours. Et je te dis, j'ai fait tout le jeu. J'ai fait toutes les quêtes du jeu, sauf les quêtes de collecte, parce que on revient au principal problème des jeux Ubi, c'est que le temps presse, il y a des gens qui sont en danger de mort, mais ce serait sympa que tu ramasses mes 15 cartes de baseball. Mec, je joue à Shenmue et à Yakuza, et aujourd'hui j'ai encore twitché sur Hokuto no Ken Yakuza. Ça fait partie du game, ça fait partie du délire de... Tu vis ta vie et en même temps, à côté, on te dit, ton père, il est mort, il faut aller chercher l'assassin de ton père. Mais pourquoi est-ce que tu passerais pas à la salle d'arcade pour jouer à Outrun? Non, mais voilà, ça, c'est le problème. C'est le truc qui est problématique dans Yakuza, parce que j'adore Yakuza. Bon, j'ai joué qu'au 1 et au 2, et j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment qu'au point de vue narration, ça tient pas debout 2 secondes, parce que t'as des trucs super importants à faire. Genre, il y a une bombe qui va exploser, mais je vais quand même aller au puits de vite fait avant, quoi. Bon, ça n'a aucun sens. Mais putain, les quêtes de collecte, mais il faut arrêter, sans déconner, ça n'apporte rien, c'est vraiment chiant. Si elles sont bien écrites, j'aime bien. Si elles sont écrites comme dans Zelda, ou Zelda, c'est un bon exemple en fait. Zelda, c'est un bon exemple parce que les collectes, elles sont vraiment facultatives. Genre, il y a 900 noix, à aucun moment on dit il faut que tu les ramasses toutes. T'en récupères une centaine, et le pire c'est que tu te balades, t'entends un petit bruit, tu fais ah tiens, il y a peut-être quelque chose, tu t'arrêtes, tu regardes. Je pensais pas qu'aux noix, mais il y a vraiment des trucs vachement intéressants à découvrir simplement en se baladant dans une prairie, et tout d'un coup tu découvres ce truc et t'es pris par ta curiosité en fait. Il y a aucun moment on te dit c'est ça que tu dois faire. Et aussi j'y repense, c'est pas un jeu que je tiens vraiment cher dans mon cœur, mais Witcher avait fait un gros effort pour inclure les quêtes secondaires dans la trame narrative en fait, ce qui est de manière assez intéressante et organique. Si tu prends l'exemple japonais avec Bien sûr. on te balance toutes les quêtes d'un coup, et puis il faut que tu ailles retrouver le voleur de la cartouche de Dragon Quest 3 volé par un Yakuza, t'as pas fini. Ouais, et les quêtes de collecte dans Far Cry 5, j'avoue, il y en a une qui est intéressante parce qu'elle s'intègre à l'environnement du jeu. Dis-moi laquelle. C'est une quête où on te demande de récupérer des disques vinyles, et elle est intéressante parce qu'ensuite ça change la programmation de tes radios. Donc tu vas récupérer des disques vinyles, et plus t'en récupères, plus t'as de musique dans la voiture. D'accord. Okay. Ça, c'est une idée sympa. Ramasser les cartes de baseball ou ramasser les figurines cheeseburger, ça n'apporte rien du tout. Donc c'est vraiment... Il y a des figurines cheeseburger. Top. Resold. Normalement, t'en trouves une directe dans le Fang Center où tu récupères la quête cheeseburger. Donc tu dois déjà en avoir une de figurines cheeseburger. Ah merde, tu t'en as peut-être pas rendu compte. Non, mais voilà, il y a moyen de les intégrer, les quêtes de collecte, pour les rendre intéressantes. Sauf que là, il y a 6 ou 7 quêtes de collecte, il y en a une qui est intéressante et les autres le sont pas. Donc moi, ça y est, j'ai désinstallé le jeu parce que j'ai fait toutes les quêtes sauf les quêtes de collecte. Et puis j'y reviendrai pas. Enfin, tu vois, j'ai fait pas mal de coop, je me suis bien marré. Pas de toute manière. Non, mais j'aurais pu insister pour continuer à m'amuser en coop. Il y a toujours moyen de prendre du plaisir. Mais c'est pas possible, je joue sur PS4, mec. Tu sais très bien. Bah ouais, mais j'y joue avec d'autres gens qui ont des PC. Ouais, vous avez vos versions buggées, je comprends. C'est là où se trouve drôle, les versions buggées. C'est là où se trouve le fun. Ben voilà.
Est-ce que ça Donc, serait pas le... Pour conclure, Voilà, je vais le juste moment de finir. conclure. Je sais que ça Si te tient vous- à cœur. Voilà, si vous cherchez un jeu avec une histoire bien écrite, si vous voulez jouer au jeu pour sa trame principale, sans déconner, le faites pas. Mais si vous avez voulez envie jouer de à un vous jeu avec amuser- un ours, Voilà. Si vous avez envie de vous amuser en coop, si vous avez envie de tuer des méchants avec un ours, si vous avez envie de rigoler des bugs, eh ben allez-y, mais très vite, avant que ce soit patché. Et le problème, c'est que du coup, faut payer le jeu plein pot. C'est un peu tout le paradoxe, c'est que tu payes le jeu plein pot, t'as droit aux bugs rigolos, t'attends que le jeu soit patché pour le choper en solde, là, du coup, tu te retrouves avec juste un jeu chiant, quoi. et si vous avez envie de voir la moto de Kaneda de Akira, allez voir Ready Player One. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get terrible. him away! Hey, boo! Boo! After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Vas-y, Benji. Ah, parce que là, on a quand même bien dit du mal de Far Cry 5. Ah non, moi, j'en dis pas du mal, moi. Toi, t'as pas encore assez souffert, je pense. Mais non, mais j'ai tu vas encore... voir. Non, mais je veux dire, j'ai l'enthousiasme d'un mec qui découvrirait Assassin's Creed avec Assassin's Creed Origins, quoi. Ah, peut-être. Et genre... et en plus, c'est pas le plus mauvais des épisodes, hein. Assassin's Creed Non, mais Origins, moi, donc. mes premières heures, j'ai vraiment pris du plaisir à Far Cry 5. Vraiment. Hein. C'est quand j'ai essayé de faire l'histoire que j'ai commencé à souffrir. Qu'à un moment, il y en a... Et en plus, les principales quêtes de Connect, elles arrivent pas au début. Quand on commence à te les empiler, mais tu verras. J'espère que tu prendras du plaisir jusqu'au bout. Hein. Je te souhaite, c'est tout le mal que je te souhaite. On verra, j'ai encore beaucoup de jeux à jouer. Ma recommandation, c'est une recommandation cinéma. C'est un film qui n'est pas encore sorti en France. Je ne vais donc absolument rien en dévoiler. Mais ça s'appelle A Quiet Place. C'est une réalisation de John Krasinski. Et John Krasinski, c'est Jim dans The Office. Si vous connaissez The Office version US, bien sûr. Et dans The Quiet Place, il interprète Lee Abbott, un père de famille, et c'est sa femme à la ville, Emily Blunt, qui interprète son épouse. Et l'univers de Quiet Place, eh bien, c'est la Terre en 2020, qui est, comment pourrais-je dire, victime d'attaques de créatures assez étranges, dont on ne connaît pas bien l'origine. Et ces créatures, elles se repèrent au bruit. Et elles attaquent, mais de manière complètement irrationnelle, tout ce qui fait du bruit, et donc êtres humains, animaux, et elles les massacrent, mais genre bien, quoi. C'est donc un film d'horreur de série B, où tu suis le quotidien de cette famille. Donc tu as Lee, tu as sa femme, je crois que sa femme c'est Emily, qu'elle s'appelle. Non, c'est Emily Blunt. Eh bien, je ne sais pas comment s'appelle le personnage qu'interprète sa femme. Et leurs enfants. Et qui essayent de survivre dans cet univers qui est un peu hostile parce que si tu pètes, les monstres ils arrivent et ils te tuent. Ça vaut surtout pour son ambiance parce que j'ai jamais subi des silences aussi oppressants au cinéma. Parce qu'évidemment, tout le monde est extrêmement silencieux, que la musique se tait, que les personnages parlent en langage des signes, et notamment puisque un des enfants de la famille est sourd et muette. Et que l'actrice est vraiment sourde et muette, et John Krasinski avait insisté pour l'authenticité du personnage, à ce que l'actrice soit vraiment sourde et muette. Et c'est vraiment épatant. C'est un film qui a été fait, alors ça a quand même eu un budget de quelques, je vais dire, moins de 20 millions de dollars, genre 17 millions de dollars, mais ça reste coûté 20 assez millions peu. de dollars. Voilà, ça reste assez peu. Mais alors, ça reste peu, je me permets juste de dire que ils ont fait plus de 33 millions en les 3 derniers jours. Ils arrivent à 100 millions en 10 jours, donc ils sont largement rentabilisés. C'est vraiment la grosse surprise du printemps. C'est le Get Out de cette année, en fait. C'est le film d'horreur fait avec un petit budget et qui défonce tout au box-office. Et parce que c'est vraiment bien, parce que c'est intelligemment écrit, parce qu'il respecte le concept de bout en bout. Parce qu'on a trop vu des films qui avaient un concept sympa au départ et qui finalement finissent par le trahir en milieu. Non, là, c'est respecté de bout en bout. C'est vraiment assumé. C'est plutôt bien fichu. Les personnages ne sont pas complètement idiots, ne prennent pas de décisions complètement irrationnelles ou complètement débiles. Et c'est vraiment agréable à suivre. C'est un film qui prend pas ses spectateurs pour des andouilles. Et moi, j'étais vraiment sur le cul. Alors évidemment, le film abuse un petit peu des jumpscares. Parce que dans un environnement où le silence est total en permanence, tu te doutes que dès qu'il va y avoir un bruit un peu violent, ça c'est un peu l'équivalent d'un jumpscare. Mais ça fonctionne. Et vraiment,
Moi, j'ai été sur le cul. Je vous recommande chaudement d'aller le voir au cinéma. Parce que c'est pas souvent que t'es dans une salle de cinéma où le silence est total et où même les gens qui mangent du popcorn s'arrêtent parce qu'on n'entend que, quoi. Donc c'est vraiment ma recommandation. Quand il sort, je crois qu'il sort en juin en France. Précipitez-vous dessus. C'est vraiment des expériences qu'il faut vivre au cinéma. On avait annoncé le carton de Get Out déjà l'année dernière. Grâce à toi, tu l'avais vu en avant-première. Enfin, en avant-première. Tu l'avais vu à sa sortie US. Moi, je l'ai vu à sa sortie US et il cartonnait déjà aux US quand je l'ai vu. Ouais, donc, et je l'ai vu et ensuite, je l'ai vu en Projo. Donc, vraiment, on était True Believer. Donc, peut-être que je verrai A Quiet Place bientôt. Et écoute, peut-être que c'est notre Get Out de cette année. Ah, c'est peut-être notre Get Out cette année. Moi, je suis sold. Je suis un True Believer de Quiet Place. Allez-y. Je fais suite à une reco que j'avais fait l'année dernière. Et sauf que cette fois-ci, je m'y prends plus tôt. L'année dernière, j'avais parlé de l'expo Jump qui prenait fin septembre ou fin octobre. Et c'était une expo Jump pour le 50e anniversaire du magazine qui retraçait de sa création de 1963 à 1989. Donc voilà, jusqu'à la fin des années 80. Et évidemment, était à l'honneur Ken le Survivant, City Hunter, donc Nicky Larson, et aussi Dragon Ball, bien évidemment, qui était encore à l'époque juste un petit projet fait par l'auteur de Dr. Slump. Et il s'était dit, bon, allez, là je prends 3 mois de vacances, j'imagine un truc avec un garçon qui fait un singe qui fait du kung-fu. Et finalement, il a été pris par le succès. Et là, c'est la deuxième partie de l'expo. Elle se termine en juin, donc vous avez le temps. Alors ça, c'est la reco un peu si vous prenez vos vacances au Japon. Si vous êtes au Japon. Si vous êtes au Japon. Si vous êtes fan de Dragon Ball, parce que je sais pas quand sera la prochaine fois que Dragon Ball sera dans un musée. C'est aussi ça le truc très important. Pour plein de gens, je sais que Dragon Ball, je pense à Fedwa qui était notre invité lors de la spéciale Dragon Ball Z. C'est quand même quelque chose de ultra important pour plein de gens. Et du coup, ouais, voilà. Si vous voulez voir une expo, ça commence par une vidéo moins bien que celle de la première moins bien que lors de la première expo. Je me suis dit bon, ok, d'accord, c'est un rehash. Et ensuite, ça balance tout dans ta gueule. Et le fait de voir ensuite les planches originales de Dragon Ball qu'on n'avait jamais vues, on n'en a jamais vu, et tu vois vraiment tout le travail de Toriyama, le travail méticuleux de Toriyama. Je pourrais presque le comparer à Gottlieb, tellement les planches sont clean. Ce qui est rare, parce qu'en général, ils abusent de Tipex, de brouillon, ils raturent et tout. Non, lui, c'est ultra clean, c'est assez incroyable. J'avais envie de pleurer, en fait, dans la salle de Dragon Ball. Et ensuite, ça m'a permis de revoir des trucs assez intéressants, par exemple Goku Denashi Blues, qui s'appelle Rakai Blues, de voir les planches originales de ça. Un manga qui m'avait pas plus attiré ça. Enfin, je l'avais lu à l'époque, mais j'avais pas gardé un souvenir aussi spécifique. Tout d'un coup, de voir les planches, le travail du gars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il y a des interviews des auteurs. Donc, tu vois l'auteur de Hunter x Hunter. Alors, aucun ne monte sa gueule. Parce que le propre de tous ces auteurs, des auteurs donc, de Jump des années 90, ils ont participé à un magazine qui se vendait à 6 millions d'exemplaires par semaine, tu vois. C'était le record. 6 millions c'est un record dans le monde de l'édition. Ils ont tous participé à ça, mais ils ont tous été brisés par ça. Toriyama a été brisé. Lui, par contre, il ne dit rien. Il y a juste un quart de paragraphe qu'il a envoyé sans doute par fax. Et le reste de tous les auteurs, en général, ils vivent cachés, en fait. Tu vois, ils montrent jamais leur gueule. C'est des gros timides. Ils ont tous été brisés par le fait d'avoir à faire un énorme succès et en même temps d'avoir un débit de planches inhumain. Vraiment, leur santé a été mise en danger pour ça. Ça, c'est quelque chose que ne dit pas l'expo. Mais il y en a un qui, par contre, montre quand même sa gueule. C'est le Inoue, qui est le dessinateur de Slam Dunk, qui déjà faisait un truc quand même très, très beau gosse à l'époque. Et qui ensuite va faire Vagabond, le manga Vagabond. Et c'est assez intéressant de voir que c'est le seul qui monte sa gueule, parce que, quelque part, c'est le Ken Watanabe du manga. Il est beau, il est très, très beau. Et du coup, lui il a su surfer sur le succès et devenir, plus qu'un mangaka, devenir un artiste, un illustrateur, un peintre. Et c'est le seul qui donne l'impression d'en être sorti à peu près normal de cette génération. Le fait est que cette expo est extraordinaire. Si tu t'intéresses au manga, il y a une expo à faire, c'est celle-là. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas si un jour elle fera le déplacement, vu la complexité que c'est de déplacer des planches originales
des gros auteurs japonais, je pense pas. Je pense pas que ça verra. Je pense pas qu'on en reverra un jour de sitôt en fait. Parce que est-ce qu'il faudra attendre le 100e anniversaire de Jump ? Je ne sais pas. Bref, c'est vraiment l'occasion de voir le travail de la main des maîtres. C'est complètement unique et c'est rendu unique par leur rareté. C'est des choses qu'on ne voit pas ni dans le commerce, ni en exposition, ni dans les musées. C'est vraiment une expo extraordinaire et c'est pas un hasard si j'avais calibré depuis septembre mes vacances en avril à ce moment-là. Et le fait de n'avoir qu'une main opérationnelle pour le voir ne m'a absolument rien gâché. Ça, c'était pour Marocco un peu éloigné, quoi. Vous avez jusqu'en juin, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment fan de Dragon Ball et des mangas de l'époque. Et d'un autre côté, j'aimerais recommander, puisque ça m'a donné un peu de temps, le voyage, j'ai pu bouquiner, ce que j'avais pas fait depuis un bon bout de temps, et j'ai lu les bonnes feuilles d'un bouquin que j'avais commencé à lire en anglais à l'époque. C'est un bouquin qui s'appelle Du sang, des larmes et des pixels, qui en anglais s'appelait Blood, Sweat and Pixels. The Triumphant Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made. Donc, et en français, c'est De l'échec au chef-d'œuvre, les incroyables miraculés du jeu vidéo. C'est un bouquin qui va être publié aux éditions Mana Books. Alors, full disclosure, c'est des amis. C'est pour ça que j'ai eu les bonnes feuilles. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, évidemment, ce n'est pas des jeux japonais. En général, je suis plutôt spécialisé dans les jeux japonais. Il y a très, très peu de références au Japon. C'est plutôt le développement difficile de jeux comme Diablo 3, Witcher 3, tiens, pour un autre jeu chiffré, mais il y a aussi Shovel Knight, il y a Pillars of Eternity, il y a Halo Wars et Stardew Valley. Il s'intéresse à ce qui s'est passé autour de la création de ces jeux, en fait, avec moult interviews et les événements, et c'est très, très bien écrit, en fait. Il y a peu de bouquins liés aux jeux vidéo qui sont aussi bien écrits, donc voilà, je vous le recommande, et je crois que ça sort le 2 ou le 3 mai, si je ne m'abuse, donc vous pouvez déjà le précommander ou le commander chez votre libraire habituel. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire à Super Ciné Battle, puisqu'on a un bouquin qui est sorti. Tu veux pas reparler encore, parce que moi je vais te parler d'un ours encore. Alors, écoute, Benji, j'aurais dû noter, parce que j'ai pas tellement pris de notes sur tous les trucs que je reproche à Far Cry 5, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Benji, où peut-on te retrouver ? Alors, vous ne pouvez plus me retrouver sur le coop de Far Cry 5, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter, KWYXZ. Sur Gaming Since 198X, je posterai le lien vers la vidéo du test de Far Cry 2. Et le Far Cry 2, c'était le premier où le feu a vraiment été chiadé dans la série. Et t'en parlais du feu, le feu est quand même bien fait. Hein. Est-ce que tu as vu la vidéo de Video Game Donkey sur Bien Far sûr, Cry 5 mais je suis un énorme fan de Donkey. Toutes ses vidéos me font chialer de rire à chaque fois. Je crois que c'est le youtubeur jeu vidéo, c'est mon youtubeur jeu vidéo préféré, je crois. C'est mon préféré, oui, clairement. À chaque fois, il est très drôle. Je l'avais découvert, je crois, avec The Last Guardian. Ouais. Puis ensuite, il avait fait des vidéos sur Zelda. Ces Zelda sont géniaux. C'est Mario, il a tout compris de Mario. Oui. C'est vraiment génial. Ah non, c'est toujours très drôle. Son Xenoblade 2 est vraiment hilarant. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Oh mais généralement, je regarde les vidéos des jeux que je connais, en fait, ce que je rigole ouais, plus, vu que je connais les mécaniques. Je comprends. Bref. Donc voilà, c'est moi. Vous me trouvez sur Twitter, sur Gaming Since 198X, sur les forums de Gamecult, voilà, à peu près. Et puis dans After Eight et dans Parle à mon Luc, bien sûr. Parle à mon Luc, bien sûr. Bientôt. À toi, Daniel. Eh bien, moi, c'est @CamuRobotics sur Twitter, CamuRobotics sur Twitch, et bien entendu, de temps en temps sur Gamecult. Je n'ai pas d'article en ce moment en cours d'écriture, vous le savez maintenant pourquoi. Je pouvais évidemment écouter After Eight, Super Ciné Battle, Parle à mon Luc, et puis même MDR, qui, lui, MDR, il ne s'arrête pas. Même quand je prends une semaine de congé, il est toujours opérationnel. On a parlé de Gaston Lagaffe, on a parlé de ces grands classiques du cinéma. Oh, on a fait un taxi, mec. Oh là là. C'est vrai qu'il n'est pas sorti l'épisode taxi. Mec, on a fait un épisode d'After Eight sans parler de taxi. Et tu sais quoi, il faut que tu le regardes. Il faut que je le vois, ouais. Mais parce qu'on aura de cesse de le répéter, After Eight existe un peu grâce à Taxi.
un peu grâce à Luc Besson en fait, et il faut que tu le regardes, mais je sais pas quand est-ce qu'il sortira à Los Angeles. Je te le souhaite de tout cœur. La phrase rituelle, vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr. Vous pouvez nous laisser des petites étoiles sur iTunes et puis aussi vous abonner sur YouTube à la chaîne où on diffuse vraiment gracieusement pour rendre service le podcast, mais on sait que le gros de notre public va vous télécharger les épisodes et même quelques généreux donateurs le téléchargent même avec quelques heures ou jours d'avance quand c'est monté à temps via le Patreon. On vous remercie très très fort de nous soutenir et de rester là, et surtout il y a des gens qui disent je peux pas filer au Patreon, et c'est pas grave, le simple fait que vous nous écoutiez ça nous suffit. Voilà, c'est le reste c'est du bonus, ça nous permet de faire grossir ce RPU, mais voilà, le simple fait que vous soyez là et que vous nous avez écouté peut-être dans l'autoradio, que vous avez imposé ça à votre mec ou à votre femme dans le salon pendant que vous... Voilà, c'est le simple fait que vous nous écoutiez, c'est le plus important. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut le pas dire. Qu'on a des nouveaux projets, qu'on a ceux qui ont été annoncés et qu'on a même des nouveaux projets qui n'ont pas encore été annoncés du tout. Alors, et ça sera... On y réfléchit. Oui, non, mais c'est même plus que réfléchi. Je pense que vous avez déjà... Papa en a parlé dans Super Ciné Battle. Ce que je peux répéter de ce qu'il a dit, c'est que vous avez trouvé le moyen de m'exclure d'un podcast et de faire un podcast où je n'ai pas la parole puisque j'y comprends rien. Donc j'ai hâte de parler publiquement de ce podcast sur le montage vidéo et sur le coding. Non, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, voilà, sans doute, c'est ça qui va sans doute arriver, c'est qu'une fois que ça sera produit, monté, il y a toutes des étapes de puis production. c'est papa qui va faire le montage enfin, quoi. Enfin, voilà, il commence à faire quelque chose. Qui bouge ce branleur. Un petit peu. Mais ouais. dès que ça sera mis en branle, ça sera sans doute un barème surprise à 1 euro de plus sur le Patreon, comme on a fait pour Transformers, pour Super Transformers Battle, puisqu'on l'a annoncé à 2 euros près avant le barème, parce qu'on est comme ça aussi. Quand on a des idées, on n'attend pas de voilà, on se lâche, quoi, voilà. Et votre idée, elle est pas mal, mais j'ai toujours pas compris de quoi vous allez parler. Donc, t'inquiète pas, on a des idées on a déjà des gens qui se bousculent pour être guest dans cette émission. Donc, c'est bien cool. parti. C'est cool. J'espère que vous allez avoir les plus grands, Jacques Attali, Finkielkraut. Évidemment. Éric Zemmour. Elisabeth Lévy. Qu'est-ce qui c'est que vous pouvez avoir d'intéressant? Génie Bastier. Cyril Hanouna. Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini, on aime le dire, c'est la meilleure audience de tous les temps d'After Eight. Tous des amis du show. Voilà, tous des amis du show. Ouais, il y a aussi beaucoup de gens qu'on a envie. David Cage aussi, j'aimerais bien l'avoir j'aimerais bien l'avoir pour votre podcast. Déconne, mais j'aimerais bien l'avoir. Ah ouais, j'adorerais vraiment. Voilà, on en a fini. J'espère qu'il est fan de Far Cry 5 parce que voilà, ça va nous aider un petit peu. On vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine. Bisous, salut. Ciao. Quand tu veux, on va faire un clap. Ok, ah putain, mais je peux pas clapper. Ah merde, tape sur la table. Avec ta main valide. Ok. Attends, je vais vérifier. Est-ce que t'entends quand je fais ça? Ah oui, j'entends bien, ouais. Ok. 1, 2, 3. Ok, je sais pas si c'est bon. On va en faire 3, 4. Refais-en. 1, 2, 3, 4. Merde, pourquoi juste 4? 1. Je suis à la ramasse, mec.
Mais t'es encore sous antidouleur ou Non, mais je suis en douleur un peu parce que là, en fait, la telle que j'ai là, telle qu'elle est mise aujourd'hui, elle me fait un peu mal. D'accord. 1, 2, 3. Mais non, pourquoi je suis à la ramasse. Faut que tu clapes, Loulou. Sinon, Ouais, on mais va le pas y truc, c'est arriver. que je suis pas concentré parce que j'ai du mal à clapper en me disant merde, il faut que je clappe, mais Alors, d'une main. Surtout, voilà, tu clappes pas avec ta main dans le bordage, Oui, tu c'est clapes avec ta main C'est valide. exactement ça que j'essaye de pas faire. Donc tu tapes sur la table avec ta main Ah, valide, c'est- parce que sinon ça va pas aller du tout. Parce que sinon tu vas pousser un hurlement, et moi ça va complètement me décaler mon clap, tu vois. Ouais. Ça va faire 1, 2, 3, pouf. Ah Non. Bref, 1, 2, 3. voilà, Ok. très bien. 1, 2, 3. 1, Voilà, 2, encore, hein, vas-y. 3. Bon, là, t'as une bonne base de Ouais, je travail. pense qu'on est bon là, j'ai plein de claps là. T'as plein de claps. Moi, j'ai commencé à avoir un peu mal à la main rouge, à la main gauche. Oui, alors ne te luxe pas l'autre doigt sur l'autre main. Putain, m'en parle pas, quoi. Je revois la scène au ralenti dans ma tête et je me dis, mais quel con. Ça arrive à tout le monde. C'est moi j'ai un truc similaire qui m'était arrivé, un peu similaire. C'était quand j'étais gamin, je devais être en, je sais pas, CM2, un truc comme ça. Et on faisait un cross. Et c'était un cross dans un grand parc, le plus grand parc de la ville. Alors à l'époque, j'habitais à Saint-Nazaire. Et c'était au parc paysager, qui est le plus grand parc de la ville. Et donc il y avait un cross organisé avec toutes les écoles. Et avant le début de la course, on fait un tour de chauffe pour repérer l'itinéraire, tu vois, de la course. Et le tour de chauffe, on a un gros tas, une grosse masse informe de coureurs qui on sait pas trop où on va parce que tout le monde est super serré. Et en fait, pendant qu'on court, je vois les mecs devant moi qui d'un coup sautent sur le côté, sautent sur la gauche pour esquiver quelque chose. Et en fait, connement, je focus sur les mecs au lieu de focus sur ce qu'ils sont en train d'esquiver. Et là, d'un coup, grosse douleur au niveau de mes jambes, je tombe vers l'avant et je me retrouve allongé sur le bide sur un banc en béton. Et je viens de me rétamer et de m'exploser le tibia sur un banc en béton, en fait. Et un banc en béton avec des arêtes qui sont un peu coupantes, en fait, tu vois, c'est arrondi. Mais sauf que le bas est un peu... c'est un angle qui est un peu aigu. Et là, Pour les en fait... enfants. Et ce qui est ouf, c'est que en fait, il y avait 4 bancs qui étaient disposés en carré. Il y en avait 2 alignés et 2 alignés en face. Et sur les 4 bancs avaient chacun un mec allongé en train de se tenir la jambe. Et donc ça, c'était un peu comique. Mais par contre, j'ai beaucoup moins rigolé quand j'ai vu que en fait, ça m'avait attaqué la peau quasiment jusqu'à l'os, en fait. Ah, Et donc, j'avais un trou dans la peau au niveau du tibia. Et que de nos jours, maintenant, j'ai une grosse cicatrice. Mais du coup, j'ai pas fait la course. Donc, à toute chose, malheur est bon, tu vois, parce que je déteste courir. Donc, voilà, c'était mon anecdote. I can tell. Et donc, voilà, tu vois, c'était ça aussi, c'est le truc, mais vraiment complètement con. Et voilà, depuis, j'ai une cicatrice au tibia droit. Tu vois, belle anecdote. J'espère que tu vas me la montrer bientôt. Oh, si tu veux, ouais. Et en fait, c'est bizarre, la peau est toute lisse parce que c'est un espèce de rond qui fait un peu moins d'1 centimètre de diamètre, je te dirais. Et où la peau est toute lisse parce que c'est que de la cicatrice. Tu pourrais C'est te ouf, faire hein. un tatouage dessus et paf. Donc voilà, donc en matière de blessures débiles, t'inquiète pas, been there, done that. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, je suis rassuré vraiment Ça arrive à tout le monde. qu'un génie de l'informatique et des chiffres comme toi puisse se faire mal connement, ça me rassure vraiment. Le darwinisme est total. Mais bien sûr.